Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Premier ministre président du CNDP invite l'ensemble de la classe politique sans exclusive à une session du Conseil le 1er octobre 2018 sur la révision du code électoral. Une convocation qui est diversement appréciée par les différents bords politiques. Le reportage de Adam Smana. Après la rencontre avortée du Conseil national de dialogue politique le 21 septembre dernier, ayant enregistré l'absence d'une grande partie de la classe politique du pays, en l'occurrence l'opposition, le président du Conseil convoque à nouveau l'ensemble des formations politiques le 1er octobre prochain pour débattre de la révision du code électoral. Une convocation autour d'un ordre du jour qui a jusque-là constitué la pompe de discorde au sein de la classe politique que salue vivement la majorité au pouvoir. C'est une très bonne chose que de vouloir faire l'ouverture et de discuter de ce code. Dans tous les cas, nous, au niveau de notre parti, nous n'avons jamais considéré le code électoral comme une loi non révisable. Et notre seule préoccupation, c'était que on ne pouvait pas perdre du temps sur cette question et rater le fichier électoral biométrique. Maintenant que les partis politiques qui contestent ce code électoral sont prêts à discuter, nous ne voyons pas d'inconvénient à faire cette discussion. J'ai toujours affirmé que le code électoral, ce n'est ni la Bible ni le Coran, donc c'est une loi nigérienne et elle peut faire l'objet de révision. Et ce qui s'était passé, nous voudrions bien discuter de ce code, mais l'opposition à un moment donné a fait une lettre pour dire qu'eux ne peuvent pas discuter avec le gouvernement ou avec nous tant qu'il n'y a pas de médiateur extérieur. Même ça, nous l'avions accepté parce que nous avions dit qu'il n'y a pas de problème, que l'OIF nous accompagne au niveau de cette discussion. Donc nous n'avons jamais fermé la porte par rapport aux discussions. Mais c'est eux qui mettaient des conditions pour discuter avec le gouvernement ou avec la majorité. Le code n'a pas réellement beaucoup de problèmes. Et au niveau de la composition, il y a une mauvaise compréhension que certains ont de la permanence de la CENI. Si on dit que la CENI est permanente, il est évident que l'ensemble des partis politiques ne peuvent pas être. Il y a au moins 100 et quelques partis. Nous, au cours de l'atelier de séminaire organisé par la CENI et l'EIF, on a arrêté le chiffre à 13. Et la composition était paritaire, 3 majorités, 3 oppositions. C'est une manière autre de faire représenter tout le monde. Pour l'opposition politique, cette convocation à des échanges autour du code électoral ne vise ni plus ni moins qu'à jauger la détermination du FRDDR, mais aussi et surtout à diaboliser l'opposition aux yeux de l'opinion publique. Même en décrivant que l'ordre du jour c'est le code électoral, la procédure utilisée montre encore que nous sommes loin d'un cadre où les échanges peuvent être fructueux, où toutes les parties peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes dans un cadre qui respecte l'esprit et la lettre du décret qui porte création du CNDP. Nous sommes au regret de constater que c'est une annonce de plus, peut-être destinée à la consommation extérieure, pour dire écoutez, le régime cette fois-ci accède aux propositions de l'opposition, mais l'opposition n'a pas fait que cette proposition. L'opposition a dit qu'il y a une crise de confiance. L'opposition a dit que cette crise de confiance est née de la mauvaise gouvernance, du fait que les droits et libertés sont bafoués, et l'environnement qui devait caractériser, accompagner ou précéder des scrutins ouverts, démocratiques et transparents, cet environnement-là est très inquiétant. Maintenant, sur le code électoral, mais depuis le 23, depuis encore avant, un peu plus d'1 an, nous étions les premiers à stigmatiser la manière dont on a voulu le faire de manière non inclusive. Donc vraiment, l'opposition est prête à prendre part à des activités, mais sur la base d'un agenda que nous avons soumis aux autorités et qui est connu de tous les partenaires du Niger impliqués dans le processus électoral.
Mais à cette rencontre-là, je suis désolé, le FRDDR n'y prendra pas part. Force est de constater que la classe politique nigérienne est alors loin de trouver un terrain d'entente si chacun refuse de faire concession à l'autre. Et surtout si les uns et les autres veulent faire de ce cadre consensuel un instrument de gestion des partis politiques. Ce lundi 1er octobre, les élèves du collège et du primaire vont reprendre le chemin de l'école. Les autorités mettent les bouchées doubles pour que cette année, cette rentrée soit effective. Syndicats de leur côté estiment que cette rentrée va être une rentrée politique. Le reportage de Nafis Zakou. Dans quelques heures, les élèves du primaire et ceux du collège vont reprendre le chemin de l'école et cela après 3 mois de vacances. Pour une bonne année académique 2018-2019, les autorités en charge de l'éducation doivent respecter les engagements pris, notamment le protocole d'accord signé avec la synergie cause Niger-Sinaseb en décembre 2016. Vous savez, les préparatifs que nous avons, c'est de demander au gouvernement de respecter les engagements qu'il prend avec les enseignants. Il a signé des accords avec les enseignants. Et tout le monde s'accorde à dire qu'une bonne école, c'est une école stable. Donc c'est là que nous intervenons. Si on veut qu'il y ait stabilité au niveau des écoles publiques, il faut que le gouvernement traite les revendications des enseignants et des élèves. Parce que ce sont les deux qui font l'école. Si l'un n'est pas à l'école, il n'y a pas d'école. En tant que structure syndicale, cette rentrée est tout sauf une rentrée scolaire. Et nous le disons parce que tout simplement, vous le savez, depuis 2016, les engagements ont été pris par la partie gouvernementale par rapport aux différentes questions, aux différentes revendications légitimes des enseignants qui jusque-là n'ont pas trouvé de solution. Nous sommes aujourd'hui en droit de dire que les résultats de l'année passée, qui ne sont pas vraiment des meilleurs résultats, sont attribués au comportement du ministre de l'enseignement primaire dans la gestion du personnel enseignant et dans la non prise en compte des revendications des enseignants. Toujours selon les syndicats de l'éducation, cette année scolaire qui commence ce 1er octobre risque de connaître les mêmes perturbations que les années précédentes si l'État ne trouve pas de solutions à leurs revendications. Dans l'intérêt de l'école publique, vraiment qu'on reprenne langue avec cause Sinaseb, sinon il n'est pas exclu, ce n'est pas notre souhait, que chemin faisant au cours de l'année, qu'il y ait des arrêts de travail. Parce que vous savez, il y a une comédie qui se fait autour de la rentrée. La rentrée là, madame, c'est un seul jour. C'est un seul jour où le ministre viendra avec son staff, en boubou, brodé, faire des discours. Mais ce n'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est les conditions à créer tout au long de l'année pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Pour nous, en tant que structure syndicale, nous sommes toujours convaincus que nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que le gouvernement respecte les engagements auxquels il souscrit et jusqu'à ce que le ministre de l'enseignement primaire revienne à des meilleurs sentiments pour cesser le désordre et l'injustice créée au sein de son ministère. La synergie cause Niger-Sinaseb appelle les autorités à redoubler d'efforts pour mettre les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions de travail pour une meilleure stabilité de l'année académique 2018-2019. La suite de cette édition avec la fin cet après-midi de l'atelier de formation des formateurs à l'intention des animateurs et des leaders religieux ciblés dans le cadre des caravanes de sensibilisation sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. L'activité est organisée par l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement. Le compte rendu de Nasser Antouf. Ces dons sont sursaut de garantir le plein épanouissement de la femme, notamment la jeune fille scolaire, et en étroite vision au décret numéro 2017-935 du 5 décembre 2017, qui vise à protéger, soutenir et accompagner la jeune fille en cours de scolarité, que l'ONG Femmes, Action et Développement FAD a organisé ce présent atelier de formation de formateurs à l'endroit des animateurs et leaders religieux de la région de Niamey et d'Osso. Question de la scolarisation et du maintien des filles à l'école est un défi primordial
et auxquels font face en tout cas tous les pays africains et d'une manière générale et en l'occurrence le Niger en particulier, et ce qui nécessite la conjugaison en tout cas des efforts de tout un chacun. Et au cours de ce projet, de la mise en œuvre de ce projet, on a eu à mener plusieurs activités, dont ce présent atelier de formation, et qui regroupe 22 animateurs que nous considérons des animateurs ESCOFI, et qui vont animer des sensibilisations en binôme, c'est-à-dire un animateur et un leader religieux. En tant qu'animateur et leader religieux, et vous êtes ceux qui peuvent amener la population à comprendre et à accepter un tel enjeu. Les participants se disent assez outillés sur la préoccupation de l'ONG FAD Niger et du gouvernement sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école au Niger. C'est une occasion pour nous d'apprendre beaucoup, d'améliorer nos techniques de communication et aussi de pouvoir comprendre le contenu du décret du 5 décembre 2017 qui a trait avec le maintien de la jeune fille à l'école, n'est-ce pas, et la prise en charge de celle-ci par l'État, la société et les parents. C'est un atelier qui parle d'un sujet très pertinent. En effet, la scolarisation de la jeune fille est un thème sur lequel débattent tous les organismes en ce moment. Et c'est un thème qui est très important et très sensible. C'est pourquoi je remercie encore l'ONG FAD de son invitation et de sa formation pour pouvoir appuyer le gouvernement dans l'application du décret sur la scolarisation et le maintien et la protection de la jeune fille à l'école. Le ministère de l'enseignement primaire, présent à cet atelier à travers la direction de la promotion de la scolarisation de la jeune fille, n'a pas manqué de saluer l'initiative de l'ONG FAD Niger. Je voudrais, au terme de 2 jours de travaux qui nous ont réunis, apprécier la qualité de l'engagement des participants. Féliciter l'ONG FAD qui, à toutes les étapes, n'a pas manqué de solliciter le point de vue, la collaboration, l'implication du ministère. Ainsi, après 2 jours d'intenses travaux en binôme, ils seront constitués animateurs et leaders religieux pour des caravanes de sensibilisation sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école dans les régions de Niamey et d'Osso. Le port des casques et ceintures de sécurité entrera en vigueur à partir de ce lundi 1er octobre 2018. Une décision qui a provoqué un tollé de réactions chez les usagers. Aujourd'hui, celle du conducteur de taxi qui profite pour interpeller les autorités sur l'aspect sécuritaire. On fait le reportage avec Hassan Salimsa. À quelques heures de la rentrée en vigueur de la décision des autorités de la ville de Niamey sur le port des casques et la ceinture de sécurité des véhicules, ce 1er octobre, les conducteurs des taxis de la ville de Niamey s'inquiètent. Ils s'inquiètent d'abord des conditions dans lesquelles cette décision prendra effet. Nous avons à peu près 6400 taxis dans la commune de Niamey et nous exploitons plus de 12 000 compteurs de taxis par jour, uniquement pour les 1 300 000 Niaméens. Donc aujourd'hui, l'affaire de ces ceintures, ça nous a un peu touché puisque nous n'avons rien compris, même je peux dire. Nous avons toujours dit, on a fait le code avant d'avoir le permis de conduire. On nous a appris la valeur de la ceinture de sécurité. Mais là, il y a un petit arrangement. Nous voulons savoir exactement. Puisque nous, de notre côté, nous savons très bien que le conducteur et les passagers peuvent mettre les ceintures de sécurité. Mais nos clients qui sont derrière, là, il y a un problème. Vous savez très bien que nous utilisons des véhicules d'occasion qui viennent du port. Même là-bas, avant de descendre ce véhicule dans le bateau, on coupe les ceintures de sécurité de derrière pour tirer.
Dans ces cas, il faut essayer de comprendre que nous, les transporteurs, notre ceinture de sécurité qui est derrière, sur 6400 taxis que je vous ai dit, en peine tu peux avoir 1000 taxis qui a ces ceintures derrière. Donc la majorité, on n'a pas ça. Si c'est les deux de devant, il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord. On va travailler comme ça. Et puis sur le plan sécuritaire, avec notamment les cas d'attaques meurtrières enregistrés ces derniers temps dans le rang des taximans. Il y a des bandits qui sont en train de nous tuer dans chaque commune. Dans l'année 2018, nous avons arrêté plus de 9 taximans qui ont été tués. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Même pas une semaine. Nous avons eu des taximans qui, c'est les bandits qui ont pris, ils l'ont amené quelque part, ils l'ont tué. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Tout ça, ce sont des problèmes d'insécurité. Renforcer la sécurité de la capitale. Mais si aujourd'hui, nous allons continuer à travailler pour vous et nous, on nous attaque, on nous tue, on nous fait n'importe quoi, mais on ne peut pas continuer comme ça. Dans ce cas, il faut essayer de comprendre que si vous n'avez pas pris votre disposition, nous allons arrêter la permanence complètement. Au lieu qu'on continue, on nous tue de tort et à travers, vaut mieux d'arrêter. La décision du port obligatoire des casques de moto et le port des ceintures de sécurité des véhicules est certes salutaire. Cependant, beaucoup pensent que le délai est très court, si les autorités pourraient toutefois le revoir. Conférence débat cet après-midi du club des étudiants en droit. Une conférence débat axée sur le thème accès à la justice. La synthèse de cette conférence avec Asma Oseidou. Ils sont tous des étudiants en droit présents à cette conférence débat autour du thème accès à la justice. Un thème pas de moindre pour ces futurs hommes de droit qui se verront outillés sur différentes thématiques en lien avec la justice. Au niveau des instruments sur le plan international, il y a déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 8 qui entend le point, presque le point de décor de l'accès à la justice. À son article 8, elle dispose un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents, les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution ou par la loi sont reconnus à toute personne. Donc c'est l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Nous ne sommes pas des Européens, mais en matière de droits de l'homme, on s'inspire toujours de conventions internationales, même si on ne fait pas partie. On peut être africain, mais on peut s'inspirer des efforts ou des avancées en matière de droits de l'homme dans certains continents. Et c'est pour cela que j'ai cru devoir utile de vous parler de la Convention européenne des droits de l'homme à son article 6, qui garantit le droit à un procès équitable. En ce sens, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Je voudrais que vous reteniez cette expression dans un délai raisonnable pour qu'à l'issue des débats, nous puissions jauger ce que c'est de l'air raisonnable au Niger, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Donc, dans toutes les constitutions, vous allez retrouver en tout cas cette disposition presque, soit dans le préambule, soit dans le corps de la Constitution, qui est inspirée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les étudiants se réjouissent de cette initiative et saluent le choix du thème à sa juste valeur. C'est un thème très important, c'est un thème surtout d'actualité, puisque nous savons ce que vive la population nigérienne, nous savons comment se pose la question d'accès à la justice au Niger. C'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité et nous pensons bien que le thème tel que l'a brossé le conférencier, il a eu à analyser tous les aspects liés, n'est-ce pas, à l'accès à la justice, puisque nous savons que la population du Niger, elle est en grande majorité analphabète. C'est une population qui ne maîtrise pas le droit, c'est une population qui ne connaît pas véritablement le droit, c'est une population donc qui a besoin d'être guidée pour pouvoir accéder à la justice. Et comme il a eu à le dire, et à travers même les actes qui sont en train d'être menés par le gouvernement, notamment à travers la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire au Niger, on voit que la population est en train de se rapprocher de la justice. C'est un aspect important de l'accessibilité du justiciable à la justice. Mais je pense bien que c'est un bon effort, mais c'est un effort qui nécessite d'être accompagné, c'est un effort qui nécessite d'être accompagné à travers la mise en place effective
de toutes ces juridictions-là dont ils ont prévu dans la loi et à travers une grande accessibilité surtout des citoyens aux avocats pour leur permettre de défendre leurs droits. Une occasion pour ces étudiants en droit de relever plusieurs zones d'ombre sur la justice à travers des questions-réponses afin de mieux comprendre le droit de l'homme. Faisons à présent une escale dans les marchés de la capitale pour parler de la disponibilité des légumes. Une disponibilité qui fait face à la cherté selon le constat de Nafissia. Ces jours-ci, l'on constate une disponibilité des légumes comme la tomate, l'oignon, le poivron et autres sur nos marchés. Des produits très utilisés pour les plats familiaux, mais qui connaissent une hausse vertigineuse, ce qui empêche la ménagère de remplir son panier. Je suis venue acheter des légumes et je trouve que vraiment, concernant la tomate seulement, c'est abordable, mais à part la tomate, tous les prix ont augmenté. C'est devenu vraiment cher. Tout ce que je peux les suggérer, c'est de revoir les prix et d'essayer de les baisser, parce que vraiment, ça devient vraiment cher chaque jour que tu fais. Ça ne nous convient pas, quoi. À chaque fois, on vient, on voit que les prix ne font qu'augmenter. Et voilà, quoi. Et les salaires n'augmentent pas aussi. Je suis venue faire les courses, mais je voulais prendre les pommes de terre, mais c'est pas ce que je veux. Là, c'est 750, vraiment. Le prix, c'est pas trop ça, quoi. Ce que je peux dire, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour manger. Donc, ils peuvent diminuer le prix des pommes de terre pour faire au moins, comme avant, 500. Il y a les petits qui coûtent même 400. Maintenant, ce qui coûte 400, c'est ça qui est 500. Ce qui coûte 500, c'est ça qui est 650 maintenant. Donc, vous pouvez diminuer un peu pour que tout le monde trouve quelque chose à manger. Selon ces revendeurs, cette cherté s'explique par l'inaccessibilité de ces condiments. Je vends des légumes dans ce marché. L'oignon, la carotte, le poivron, tout est devenu cher. Même le moringa est devenu trop cher. Rien n'est accessible. Notre appel, c'est à l'endroit de nos fournisseurs, qu'ils baissent le prix des condiments pour qu'on ait tous quelque chose. Alors, il est important que ces fournisseurs revoient le prix de ces condiments pour le grand bonheur de la population. Madame, Monsieur, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.